Bonsoir à tous et soyez les bienvenus. Le pacte est désormais signé entre le PDCI et la branche dissidente du FPI. Les deux partis d'opposition s'engagent à travailler de concert. Une signature historique a eu lieu ce mercredi. Elle intervient à quelques mois de la présidentielle. La crise sanitaire du Covid-19 pousse la Côte d'Ivoire à repenser son modèle touristique. Le pays mise désormais sur le tourisme local et régional, une stratégie visant à relancer ce secteur. Et puis les manifestations dans le monde se poursuivent. En France, 20 000 personnes se sont rassemblées hier soir pour réclamer justice à Adama Traoré, un homme noir mort dans un commissariat après son interpellation en 2016. Une manifestation soldée par des interpellations, vous le verrez. Les ex-chefs d'État ivoiriens Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo s'unissent à 5 mois de la présidentielle en Côte d'Ivoire. Une collaboration historique a été signée ce mercredi. Les deux leaders d'opposition s'engagent donc à travailler de concert et appellent tous leurs militants à œuvrer désormais ensemble. Salif Yalekwe, Fulgence Kissiedo. Par ces actes, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI-RDA, d'Henri Konan Bédié et la dissidence du Front populaire ivoirien FPI, porté par l'ex-chef de l'État Laurent Gbagbo, ouvre une nouvelle page de l'histoire politique de la Côte d'Ivoire à quelques mois de la future élection présidentielle d'octobre 2020. Maurice Kakou-Gikawe, au nom d'Henri Konan Bédié, et Assoua Adou, pour Laurent Gbagbo, ont paraphé ce matin, au siège du Parti démocratique de Côte d'Ivoire à Cocody, ces documents qui annoncent une collaboration entre ces formations de l'opposition. Le FPI et le PDCI-RDA lancent solennellement le présent appel à leurs militantes et militants à travailler de concert sur toute l'étendue du territoire pour la réconciliation et le retour à la paix. Dans la perspective de la prochaine présidentielle prévue en octobre prochain, les deux partis invitent leurs militants à adhérer au processus d'identification électorale. Le PDCI-RDA et le FPI, tenant compte de l'urgence des activités préparatoires des élections libres, crédibles, transparentes et apaisées, comme maillon essentiel de la réconciliation et de la paix durable, demandent à tous les responsables de base de leurs partis respectifs de mettre l'accent dès maintenant sur la mise en œuvre des activités concrètes que sont l'établissement des pièces administratives, par notamment la participation aux audiences foraines, l'acquisition des extraits de naissance ou jugements supplétifs tenant lieu, l'acquisition des certificats de nationalité, l'inscription sur la liste électorale, l'acquisition des cartes nationales d'identité, etc. Pour coordonner les actions, un comité paritaire a été mis en place. En juillet 2019, les deux ex-chefs de l'État, Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo, s'étaient rencontrés à Bruxelles, annonçant les couleurs de ce rapprochement. Nouveau bilan quotidien sur l'évolution de la maladie à coronavirus. En 24 heures, 86 nouveaux cas enregistrés, 2 décès et 29 personnes guéries. Comme vous pouvez donc l'apercevoir bientôt à ma gauche, la Côte d'Ivoire enregistre 3110 personnes déclarées positives au Covid-19, 1530 personnes guéries, 35 personnes décédées et 1545 cas actifs. Je vous le disais, la crise sanitaire du Covid-19 pousse la Côte d'Ivoire à repenser son modèle touristique. Le pays veut désormais miser sur le tourisme local et régional, une stratégie qui vise à relancer le secteur durement impacté par la pandémie. Nadia Eja. Avec une contribution au produit intérieur brut en forte progression au cours de ces dernières années, 2020 promettait de bonnes perspectives pour le tourisme ivoirien. Mais c'était sans compter avec la pandémie du Covid-19. Tombée comme un couperet, cette maladie a mis à l'arrêt les acteurs du secteur, fragilisant l'économie touristique nationale. Quand on a un secteur qui contribue à 7,3% du PIB dans notre pays et qui est fortement touché, si nous ne faisons rien, ça va avoir des répercussions à divers niveaux.
Singulièrement, cela se ressent sur le budget de l'État, mais inéluctablement, ce sont les emplois qui sont compromis. Si on venait à perdre ces acquis, ça serait une reprise à zéro qui aura des répercussions graves sur l'avenir. Pour Siandou Fofana, ministre du Tourisme et des Loisirs, il faut redoubler d'efforts afin de maintenir le cap. Une mission qu'il entend mener conjointement avec tous les opérateurs économiques du secteur. Nous réfléchissons avec eux à soumettre au gouvernement et aux partenaires techniques et financiers la possibilité, à l'instar des pays à vocation touristique comme le nôtre, à donner les contours de la mise en place d'un fonds de relance des activités touristiques et des activités hôtelières visant à garder notre position et aller au-delà pour que les uns et les autres se sentent confortés. Par ailleurs, pour assurer une résilience à ce secteur à fort potentiel, il convient de se conformer aux standards internationaux, mais aussi miser sur le tourisme local et régional. Nous pensons pour notre part qu'il faut doubler cette recherche de compétitivité de la destination interne par le développement touristique au plan domestique, mais aussi au plan régional. Et c'est là que nous émettons et nous appelons de tous nos voeux la naissance d'un fonds panafricain pour que nous ayons notre propre marque, c'est-à-dire une marque hôtelière qui est la marque de l'hôtel des Africains avec l'hospitalité africaine à l'intérieur. Selon le ministre Siandou Fofana, l'industrie touristique en Côte d'Ivoire génère environ 400 000 emplois. Le pays est la deuxième destination du tourisme d'affaires africain après le Nigeria, grâce à la stratégie Sublime Côte d'Ivoire. D'un coût de 3 200 milliards de francs CFA, il ambitionne accueillir 5 millions de visiteurs internationaux à l'horizon 2025 et ainsi se positionner dans le top 5 du tourisme sur le continent. Découverte à Grand-Bassam dans ce journal d'une potion qui semble faire des miracles, la kombucha, une boisson fermentée à base de thé. Elle aurait des vertus désaltérantes, savoureuses et thérapeutiques en raison de sa forte teneur en probiotiques. Le reportage de Nadia Eja, Eric Kimo. Entourée de ses ustensiles, Mariam Traoré transvase dans chaque pot le kombucha, une boisson obtenue après fermentation de divers ingrédients pendant plusieurs jours. Composé entre autres de thé, champignons et vinaigre de cidre, le kombucha serait bénéfique dans la prévention de certaines maladies. Le produit s'arrache comme des petits pains. Il y a juste au moins 1 an de cela, où on a découvert un produit qui est du kombucha. Bon, j'ai un patron qui achète ça au moins à chaque 2 semaines. Donc c'est ce que je suis venu acheter ce matin. Il y a d'autres, souvent il vient, il prend 20 pots là, souvent 15, ça dépend. Il fait 8 seaux. Un seau là, ça fait 10 litres. C'est déjà réservé. On boit aussi ici, maintenant les gens viennent chercher aussi. Le secret de cette recette, Mariam l'a reçu de celui qu'elle appelle son oncle. On prépare l'eau avec le sucre. On fait bouillir, on met le thé dans l'eau bouillante et on éteint. On laisse infuser pendant 15 à 30 minutes et on filtre. On laisse refroidir à la température ambiante. On ajoute le vinaigre de cidre et on met le champignon là-dessus. On obtient ça en 4, 5 ou 6 jours. C'est selon la température. Plus il fait chaud, plus le champignon se développe. Et la particularité pour cette boisson, pour qu'on puisse la mettre en consommation, il faut que le champignon couvre toute la surface du liquide. Un produit fait maison dont raffole Pascal Mian, un de ses clients. Cette boisson, il l'a découverte il y a seulement quelques mois et depuis, il ne s'en lasse plus. Lors d'une visite chez un papa, on dit un père spirituel, je suis arrivé chez lui et il nous a offert la boisson comme bienvenue. C'est une coutume chez nous en Afrique. Donc j'ai goûté, il a donné le nom, je suis rentré chez moi, je me suis bouquiné. J'ai vu les bienfaits que ça faisait. Donc j'ai commandé encore avec sa nièce la prochaine fois. Donc c'est comme ça que c'est parti. Chaque semaine, je commande en moyenne 10 ou 15 bouteilles.
Donc je ne prends pas ça seul avec tout le monde à la maison, mes amis qui viennent manger, je leur propose et puis bon, tout le monde a aimé. Au département parasitologie et mycologie de l'Institut Pasteur à Cocody, Dr David Kofi indique les propriétés de cette boisson. C'est une boisson qui est composée en fait de certaines bactéries qui sont de bonnes bactéries et également de certaines levures qui sont de bonnes levures. Et c'est des probiotiques en fait. Et normalement, ces probiotiques sont intéressants pour la flore intestinale. Elle permet en fait de renforcer la flore intestinale et puis d'aider à lutter contre les mauvaises bactéries qui vont entrer dans l'organisme. L'idée derrière, c'est quoi? C'est qu'on donne une boisson pour permettre à ce que certains micro-organismes qui sont des bons micro-organismes puissent en fait aider l'organisme à se développer. Et s'il s'avère que d'autres contaminants viennent s'infiltrer dedans, ça peut provoquer des maladies. Donc il faut systématiquement qu'il y ait des contrôles qualité de ces produits avant une utilisation à grande échelle. Le kombucha est une boisson traditionnelle originaire d'Asie. Malgré ses vertus, elle reste encore peu connue de la population ivoirienne. La manifestation avait été interdite par les autorités françaises, mais elle a finalement rassemblé 20 000 personnes à Paris, venues réclamer justice pour Adama Traoré, cet homme noir décédé dans un commissariat en région parisienne après son interpellation par des gendarmes. C'était en 2016 et dans les cortèges hier, son nom figurait avec celui de George Floyd. À l'issue de cette manifestation qui se voulait pacifique, on apprend ce mercredi que 18 personnes ont été interpellées. Yéli Traoré. Environ 20 000 personnes rassemblées dans la capitale française à l'initiative des proches d'Adama Traoré, un jeune Français noir mort en 2016 après son interpellation par la gendarmerie. Cette manifestation s'est tenue dans le contexte de celle organisée aux États-Unis et d'autres pays après la mort de George Floyd, un Américain noir de 46 ans asphyxié par un policier blanc aux États-Unis le 25 mai. Le ministre français de l'Intérieur, Christophe Castaner, a promis mercredi une enquête et des sanctions au lendemain des manifestations. Il faut faire en sorte que chaque faute, et il peut y en avoir, chaque excès, chaque mot, y compris des expressions racistes, fasse l'objet d'une enquête, fasse l'objet d'une décision, fasse l'objet d'une sanction. Et je suis sur ce sujet intransigeant, parce que l'exigence que nous avons vis-à-vis des policiers qui fauteraient, c'est garantir justement la sérénité du travail de l'ensemble de la police et de la gendarmerie. C'est garantir la défense de cette police républicaine qui, au quotidien, combat le racisme, combat l'antisémitisme et s'engage au quotidien pour défendre l'honneur de la République. La porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, met en garde contre un rapprochement trop rapide entre la situation des États-Unis et celle de la France. Je crois que la situation de nos deux pays ne sont pas tout à fait comparables, ni sur le plan de l'histoire, ni sur le plan de l'organisation de la société. Donc j'appelle vraiment à toujours avoir et à aborder ces sujets avec énormément de prudence. C'est une question qui est extrêmement délicate. Il ne faut pas se cacher derrière notre petit doigt. Il y a des gens en France qui malheureusement sont racistes. Et nous devons lutter avec beaucoup de détermination contre toutes les formes de racisme, d'antisémitisme qui peuvent gangréner notre société. Mais je ne crois pas qu'on puisse dire que la France est un pays raciste. Selon les autorités françaises, la manifestation avait été interdite en raison de l'état d'urgence sanitaire dans le pays, proscrivant tout rassemblement public de plus de 10 personnes, car elle n'avait fait l'objet d'aucune déclaration préalable. Par ailleurs, 7 personnes ont été interpellées et 10 policiers légèrement blessés lors de la dizaine d'autres rassemblements qui ont eu lieu dans les villes de Lyon, Lille et Marseille. Au Sénégal, des milliers d'éleveurs peuls sont bloqués dans la région de Louga en raison de la pandémie de Covid-19. Les restrictions de mouvement imposées par les autorités coïncident malheureusement avec la saison sèche, une période très pénible pour ces éleveurs qui tournent en dernier ressort, qui se retournent en dernier ressort vers ce qu'on appelle le ranch de Doli. Yéli Traoré. Les bœufs et les vaches blanches se dirigent d'un pas pesant vers le village pour leur seule ration d'eau de la journée. Les gardiens du troupeau suivent de près dans leur tenue aux couleurs vives. Bientôt, les bêtes vont marcher des kilomètres sous la conduite des hommes et un soleil brûlant à travers les régions semi-désertiques du nord du Sénégal à la recherche des maigres touffes d'ardents du sable.
J'ai peur parce qu'il n'y a plus d'herbe. Et si je persiste à rester ici, mon bétail risque de mourir. Je suis donc obligé de partir. C'est ma seule option pour sauver ceux qui restent. Ma seule solution est de transhumer. Tout a changé depuis les mesures prises contre le coronavirus. Le commerce ne se fait plus, chacun doit rester dans sa zone. Tout est bloqué et les prix baissent. On vend le bétail à moitié prix. Le député maire de Warkok explique le phénomène qui accentue les difficultés des éleveurs en cette période de crise sanitaire. Avec la restriction des activités, ils se retrouvent sans revenus parce qu'ils n'ont pas cette habitude d'épargne, ils n'ont pas cette habitude de bancarisation. Et ce qui fait que quand il y a des restrictions, il n'y a pas de marché de bétail, il n'y a pas de possibilité de vendre le troupeau, ils se retrouvent sans réserve financière et ça c'est ce qui pose les problèmes, surtout dans cette période de crise de Covid-19. Depuis plusieurs années, le déficit pluviométrique imputé au changement climatique réduit les ressources des éleveurs. Ces derniers mois, les restrictions imposées au mouvement par les autorités soucieuses de limiter la propagation du Covid-19, coïncidant avec la période la plus pénible de la saison sèche, ont encore durci les conditions. La pandémie frappe sévèrement toute l'économie du Sénégal, pays très rural de 16 millions de personnes, très majoritairement musulmans, dont 40% vivent sous le seuil de pauvreté, selon la Banque mondiale. La pandémie de Covid-19 a également ravivé le dossier brûlant du mal-logement en Afrique du Sud. À ce jour, le pays compte 2700 bidonvilles illégaux et parmi eux le campement de Wilgersprout. Jusqu'à récemment, ces résidents vivaient dans des cabanes et de vieilles tentes, mais la récente pandémie a permis de les reloger dans des maisons plus décentes. Yéli Traoré. Avec sa femme et ses 3 enfants, Isaac Mbata vivait depuis plus de 3 ans dans un camp de toile kaki planté au sommet d'une colline de Wilgersprout, dans les lointains faubourgs de Johannesburg. À la faveur de la pandémie de coronavirus, lui et les 70 familles de ce bidonville viennent d'être relogés gratuitement dans des maisons en bois, assemblées juste à côté. Oui, il a fallu beaucoup de temps pour nous aider. Ça fait de nombreuses années que nous essayons d'obtenir du gouvernement qu'il nous aide. Alors maintenant, nous sommes heureux qu'ils aient entendu ce pourquoi nous pleurons. Ils viennent donc aider la communauté. Certains habitants du bidonville en sont au point de se réjouir de la pandémie qui leur aura finalement permis de voir une amélioration de la situation de précarité. Ce coronavirus n'est pas bon. Mais je l'aime bien, parce que si ce n'était pas pour le coronavirus, je pense, vous ne pouvez pas obtenir d'échange avec le gouvernement. Donc le coronavirus a au moins fait quelque chose. Le camp de Wilgersprout est l'un des quelques 2700 bidonvilles illégaux recensés en Afrique du Sud. Plus connu sous le nom de l'O 323, celui-ci a poussé en 2017 après l'expulsion de plusieurs centaines de personnes d'une propriété proche où elles vivaient illégalement depuis plus de 10 ans. La pandémie de Covid-19 les a remises brutalement sur le devant de la scène. Avant de clore ce journal, je vous rappelle donc les chiffres du jour. 3110 personnes déclarées désormais positives au Covid-19, 1530 personnes guéries et 35 personnes décédées. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous.